Bonjour à tous et bienvenue sur Un air de RH, c'est le podcast des éditions Tissot et de Culture RH qui décrypte les enjeux de l'entreprise avec un objectif clair. Vous donner des clés concrètes, immédiatement activables pour piloter vos organisations avec efficacité et bienveillance. Aujourd'hui, nous allons parler recrutement et marque employeur. Les entreprises veulent toutes attirer les meilleurs talents et pour ça, elles investissent dans leur marque employeur. Mais soyons honnêtes, beaucoup de discours sont devenus un peu lisses et optimistes et très souvent interchangeables. Culture bienveillante, flexibilité, innovation, autonomie, les entreprises ont tendance à lisser leur image pour présenter un tableau idéal qui coche les bonnes cases. Le problème, le manque d'authenticité. La réalité est toujours plus nuancée, peut-être du coup déceptive. Les candidats ne cherchent pas une entreprise parfaite, mais ils cherchent une structure dans laquelle ils vont vraiment s'épanouir. Et si pour recruter les bons profils, la clé était d'assumer et de clarifier ce qui pourrait ne pas plaire à tout le monde. Je suis Pauline Correa et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir à notre micro Camille Bernard, Head of Talent Acquisition and Employer Branding chez Lucas. Allez, c'est parti. Bonjour Camille. Bonjour Pauline. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je te propose de commencer par un chiffre pour contextualiser notre échange. Selon une étude de Gallup, 75% des candidats prennent en compte et évaluent la marque employeur avant de postuler. Alors, qu'est-ce que la marque employeur concrètement ? Eh bien, c'est l'image, la réputation d'une entreprise en tant qu'employeur. Alors aujourd'hui, c'est un constat, beaucoup d'entreprises travaillent sur leur marque employeur pour séduire les candidats. Mais est-ce que justement, elles ne cherchent pas trop à séduire au lieu de vraiment se faire comprendre ? Camille, est-ce que ce décalage, plus ou moins fort d'ailleurs selon les entreprises, entre discours et réalité ne risque pas de créer au final plus de déception que d'attraction ? C'est une très bonne question, Pauline. Je pense que la réponse, et on va l'expliquer plus en détail tout au long de notre échange, mais la réponse est oui. La marque employeur, elle est souvent confondue comme la marque qui cherche à attirer le plus possible, qui cherche à attirer tout le monde, à faire du volume. Pour autant, je pense que c'est pas l'enjeu de la marque employeur. Oui, l'enjeu est d'attirer, mais pas d'attirer tout le monde, d'attirer les bonnes personnes. En fait, si les entreprises, selon moi, ont cette envie de séduire un petit peu tout le monde, c'est parce que c'est lié à un réflexe tout à fait normal qui est celui de vouloir que ce soit beau, le réflexe de l'autocensure, on essaye de gommer, on embellit, on va lisser un petit peu son image, parce que la gestion de l'image aujourd'hui c'est très important. Il y a un enjeu de marque, un enjeu de marque employeur, donc on a le réflexe très naturel et normal de vouloir faire en sorte que ça soit beau et que ça soit sexy, ça soit séduisant pour les candidats. En fait, on a peur du bad buzz tout simplement. Et pourtant, en fait, une marque, c'est un petit peu comme une marque employeur. Et si je prends peut-être des exemples de marques qui vont probablement te parler et parler à beaucoup de monde, si je pense par exemple à Apple, Apple, contrairement à Samsung, c'est une marque qui est très forte. Tout le monde connaît Apple. On aime, on n'aime pas, on est utilisateur, utilisatrice ou non. Mais en tout cas, c'est une marque que tout le monde connaît. Et Apple, c'est typiquement la marque qui s'est construite dans la radicalité à tous les étages, sur la communication, sur le design des produits, sur le fait de créer quelque chose de nouveau, sur les prix des produits également. Et pourtant, Apple, tout le monde l'a en tête, alors que c'est une marque qui vend moins, tout simplement, que Android. Apple attire plus et pourtant vend moins. En fait, on construit pas forcément une marque dans le consensus, au contraire, on construit parfois une marque dans la radicalité. Et une marque forte, elle cherche pas nécessairement à déranger personne, au contraire. Ok. Alors, si vouloir plaire à tout le monde peut peut-être devenir contre-productif en quelque sorte, quelles sont d'après toi les erreurs les plus fréquentes que font les entreprises en recrutement et qui peuvent finir par se retourner contre elles après? Je pense par exemple à survendre son environnement, copier les codes de grandes entreprises ou cacher des difficultés ou des sujets un peu sensibles par exemple. Oui, pour moi, l'erreur la plus fréquente des entreprises en recrutement, c'est de vouloir jouer un petit peu à l'entreprise parfaite.
Comme on le disait juste avant, on a envie que ce soit bon, on a envie que ça donne envie, on a envie que ça parle au plus grand nombre. Et en fait, on va jouer un petit peu à l'entreprise parfaite, on va vouloir que tout soit beau, que tout soit magnifique. Et en fait, on va du coup pas jouer à l'entreprise vraie, honnête. Et le risque, c'est je pense, on peut voir aujourd'hui dans beaucoup de job boards ou peut-être sur les grands réseaux comme LinkedIn, etc. C'est de voir que toutes les entreprises se ressemblent. Elles ont les mêmes photos, elles ont les mêmes mots pour décrire leur environnement, elles ont les mêmes descriptions d'annonces de job. Voilà, je trouve que c'est très dommage. Ça me fait penser, je sais pas si tu connais l'œuvre, mais l'œuvre d'Andy Warhol, les canettes de soupe, où toutes les soupes sont les mêmes. Bah, moi, c'est un petit peu l'impression que j'ai parfois quand j'ouvre des job boards et c'est dommage. OK. Et est-ce que tu penses que, justement, dans ce cas, on recrute parfois les mauvaises personnes simplement parce qu'on a voulu trop plaire dans nos discours? On a vu avec l'entreprise parfaite qu'après ça pourrait être déceptif pour les candidats, mais ça peut être aussi, déceptif pour l'entreprise elle-même finalement. Complètement, je pense qu'il y a effectivement 2 cas un petit peu classiques. On a le cas 1, disons, c'est que finalement, on ne correspond pas à la personne en tant qu'entreprise, en tant qu'environnement. En fait, on n'a pas forcément dit, la vérité ou on n'a pas été très clair ou très honnête sur, plusieurs aspects du job, de l'entreprise, des conditions de travail ou autres. Et en fait, la personne les découvre les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois. Parfois ça peut prendre un petit peu de temps. Et en fait, la personne, va se dire, «Ah, c'est pas ce qu'on m'avait vendu. Ah, c'est pas ce qu'on m'avait dit», et va se rendre compte qu'en fait, ça ne lui correspond pas. Donc là, forcément, on va effectivement être, dans un cas où on a vraiment déçu, la personne qu'on a recrutée et elle va partir. Donc en tant qu'entreprise, c'est évidemment très négatif. Et le cas, numéro 2, c'est peut-être que l'entreprise a choisi une personne qui ne lui correspond pas. À titre personnel, je suis pas, de l'avis, qu'il y a un profil, un top profil qui correspond à toutes les entreprises. Je pense que les top profils, des entreprises, elles sont à chaque fois propres à leur environnement, leurs exigences, leurs objectifs, et cetera. Et du coup, parfois, il peut arriver que l'entreprise ait voulu recruter quelqu'un parce que c'était une super personne, elle était recommandée ou je ne sais quelle raison. Et en fait, on va se rendre compte qu'on a pris la personne qui est super, c'est sûr, mais pas forcément dans cet environnement-là ou pour cet objectif-là. Et du coup, on va vouloir peut-être s'en séparer puisque malheureusement, la personne ne nous correspond pas. Donc, il y a vraiment un enjeu de culture, d'identité dans le recrutement et la marque employeur. Et effectivement, on a 2 cas où ça peut être très déceptif. Tout à fait. Alors, j'ai trouvé, des chiffres qui m'ont paru assez intéressants, notamment une étude de Linkshuman, qui dit qu'une marque employeur forte permettrait de réduire de 43 le coût de l'embauche et même d'augmenter significativement, pardon, le nombre de candidatures, très qualifiées. Est-ce que tu penses qu'assumer ces contraintes ou ces réalités, pas forcément, toujours très avouables, pourrait en fait permettre de devenir un atout de recrutement pour les entreprises, peut-être en attirant moins de candidats, mais en attirant mieux. Par mieux, je sous-entends des candidats ou des profils qui recherchent ou qui correspondent à ce type d'environnement. Complètement. Ça paraît, contre-intuitif de se dire que d'assumer, ses aspérités, ses failles, ses contraintes, ça va avoir des bénéfices en termes de recrutement, en termes de marque employeur. Mais c'est effectivement là tout l'enjeu de la marque employeur, attirer mieux et pas attirer plus. Et effectivement, assumer ses contraintes, ça a plusieurs bénéfices pour, une entreprise, un employeur. Le premier, selon moi, et qui est important à bien avoir en tête, c'est que paraître vrai est beaucoup plus attractif pour les candidats et les candidates. Les candidats et les candidates aujourd'hui recherchent le vrai. Et ça, je l'appuie avec plusieurs chiffres, moi aussi. 76% des candidats disent qu'un message trop générique leur donne l'impression d'une entreprise qui ressemble à toutes les autres. Ça, c'est issu d'une étude de LinkedIn Talent Trend qui, du coup, montre bien que des mots similaires qu'on va retrouver dans toutes les annonces, dans tous les discours des entreprises n'attirent personne. Je crois qu'en fait, les candidats n'y croient plus. Et il y a un autre chiffre qui est celui de 64%.
64% des candidats disent qu'ils sont plus attirés par une entreprise qui affiche clairement ce qui la rend différente, pardon, même si cela ne leur correspond pas. Et ça, c'était une étude de Glassdoor. Donc c'est quand même intéressant de bien se rendre compte qu'aujourd'hui, le vrai parle, le vrai a beaucoup de valeur dans les yeux des candidats, même s'il n'est pas toujours complètement beau. D'accord, donc finalement, les messages, génériques n'attirent pas tant que ça. J'en conclus qu'il faut donc plutôt se différencier. Effectivement, je pense qu'il y a, 2 choses à faire. Évidemment, se démarquer, se différencier comme tu le dis. Aujourd'hui, tout le monde se ressemble. Les candidats recherchent le vrai, donc en fait, il faut, se différencier, se démarquer, utiliser ses propres mots, ses propres images, même si, on ne les retrouve pas dans toutes les entreprises, même si elles ne vont pas parler à tout le monde. C'est important de se démarquer par le vrai, tout simplement. Et ce qui va être, je pense aussi, intéressant pour pouvoir se démarquer justement, c'est de se rendre compte que, en étant imparfait, en montrant, aussi les failles, les défauts de son entreprise, de son système, de son fonctionnement. Ça permet aussi de créer la connexion, en fait la relation. On est sur un point un petit peu plus émotionnel. En fait, montrer une faille, c'est aussi montrer la vérité et ça crée la confiance chez les candidats, chez les candidates. Ça, c'est quelque chose que j'ai tiré du cinéma. En fait, les personnages parfaits, ils intéressent personne. L'attachement, il va se créer dans la faille, la maladresse, la contradiction, l'incohérence, en fait, l'humanité. Je dis souvent que, les personnes, souvent, elles aiment, Clark Kent, elles aiment pas forcément Superman. Je trouve que c'est assez parlant et c'est un petit peu la même chose avec les entreprises. Elles ont pas forcément envie d'avoir, juste, ce qui brille et ce qui est joli. Elles ont envie de comprendre comment est-ce qu'on en arrive là, quel est le fonctionnement, qu'est-ce qui va aussi moins bien. Elles ont vraiment envie d'avoir, la vérité et c'est ce qui va créer l'attachement de la personne envers cette entreprise-là plutôt qu'une autre. Et jusqu'où, en fait, on peut montrer, ses failles, ses imperfections? Parce que se démarquer, oui, être plus transparent et plus authentique, oui aussi, mais bon, toutes les réalités sont pas forcément, faciles à exposer. Alors, par exemple, ça peut être un rythme intense, une organisation qui est encore en structuration, une exigence de performance, très, très forte ou encore un style de management qui pourrait déplaire. Est-ce qu'il y a des réalités qui sont plus avouables que d'autres? Complètement. Attention, l'idée c'est pas de faire une sorte de thérapie de groupe en public, effectivement. Il va falloir, faire une distinction entre, ce qui est de l'ordre du dysfonctionnement et l'ordre du défaut plus structurel. Tu parlais de management, effectivement, un manager ou une manager toxique, c'est un problème à régler. C'est pas un trait de marque qu'on va vouloir mettre en avant. Donc oui, il y a des réalités qui sont plus avouables que d'autres. Un point très important selon moi à ce niveau-là, c'est de comprendre qu'il n'y a pas en revanche des réalités avouables et des réalités non avouables. En fait, c'est propre à chacun, propre à chacune des entreprises. Ce qui peut être de l'ordre du dysfonctionnement pour une entreprise peut être de l'ordre du défaut structurel pour une autre. En fait, si je prends l'exemple de Lucas, chez Lucas, on n'a pas de variable pour nos salariés et nos commerciaux notamment. Et ça, c'est un choix. C'est quelque chose qui est assumé pour plein de raisons. L'aspect collectif, le fait de vouloir avoir d'autres carottes que simplement le variable individuel. Bref, on a en fait un ADN qui fait qu'on n'a pas de variable chez nos commerciaux. Pour d'autres entreprises, ça pourrait être aujourd'hui, on est dans une passe un petit peu compliquée, on a moins de budget et du coup, on ne peut plus faire de variable. À ce moment-là, on est sur un dysfonctionnement. Donc dans le cas de Lucas, on va vouloir le mettre en avant parce que c'est un trait d'identité. Dans d'autres cas, on va peut-être pas vouloir le mettre en avant. En fait, à mon sens, les réalités avouables en marque employeur, elles doivent répondre à 3 critères. Un, elles doivent être vraies, c'est-à-dire qu'elles doivent être constatables par tout le monde. Pas juste vous, mais tout le monde. 2, elles doivent être prêtes à être assumées publiquement. Être prêtes à être assumées publiquement par tout le monde, encore une fois, pas seulement la direction, mais aussi les employés quand ils vont parler de leur entreprise autour d'eux, etc. Et le troisième élément, c'est que ces réalités doivent réellement faire partie de l'identité de l'entreprise, comme je disais juste avant. Donc pas un défaut temporaire, mais une défaillance structurelle, si on peut dire ainsi. Et est-ce que tu as des conseils, une technique justement pour aider nos auditeurs à faire ce travail d'introspection pour identifier ce qui peut être assumé dans sa marque employeur? Oui, alors
une méthodologie possible. Il doit en exister plein d'autres, mais celle qu'on utilise chez Lucas, la voici. Elle est en 4 étapes. La première, c'est évidemment, l'énumération, de ses défauts. En fait, le plus simple pour le faire, c'est de prendre un échantillon de l'entreprise avec un petit peu tout type de profil, des personnes qui viennent d'arriver, des personnes qui ont beaucoup d'ancienneté, des personnes sur les différents sites, différents métiers, différents niveaux hiérarchiques, des hommes, des femmes, etc. Et en fait, chercher à comprendre ce qu'ils disent de l'entreprise à leurs proches. Alors, il y a plein de questions possibles, mais cette question-là, je la trouve particulièrement intéressante. Comment est-ce que tu parles de l'entreprise dans ton entourage? En fait, dans son entourage, c'est souvent un endroit où on se sent bien et on va dire réellement ce qu'on pense, ce qui est bien et ce qui est moins bien. Et ça va être intéressant de prendre aussi le moins bien qui est dit pour pouvoir s'en faire une liste honnête des défauts de l'entreprise. D'accord. Alors maintenant qu'on a listé ces défauts, qu'est-ce qu'on en fait? Alors la deuxième étape justement, Pauline, ça va être la classification de ces défauts. Et là, ça demande un petit peu de courage. Donc je vous propose de prendre une matrice que j'ai appelée matrice du courage, où on va en fait classer les défauts, par exemple en ordonnée, en abscisse, à vous de voir, selon 2 questions. La première, c'est est-ce que ce défaut fait partie de notre identité? C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose de structurel ou est-ce que c'est quelque chose de temporaire? Et la deuxième question, c'est est-ce que l'on assume publiquement ce défaut? Est-ce que c'est un choix ou est-ce que c'est un dysfonctionnement? Et on va retrouver du coup les défauts qu'on va pouvoir assumer publiquement comme ceux qui sont et structurels et assumés publiquement. Est-ce que tu as des exemples à nous citer pour illustrer ces défauts structurels, temporels? Oui, tout à fait. Alors, j'avais pris l'exemple un petit peu plus tôt de l'absence du variable qui peut être du coup structurel comme temporaire. Je pense par exemple à quelque chose qui parle beaucoup aujourd'hui et qui est souvent beaucoup recherché. Mais ça dépend. C'est par exemple la politique de télétravail. Certaines personnes souhaitent la flexibilité, d'autres personnes souhaitent vraiment revenir au bureau, d'autres personnes souhaitent être complètement libres sans forcément trop de cadre. Et en fait, les entreprises ont leur propre politique de télétravail. Est-ce que c'est ce qui est possible aujourd'hui dans cette entreprise-là? Est-ce que c'est quelque chose de temporaire ou non? Est-ce que le choix de faire ou de pas faire de télétravail est structurel ou non? C'est typiquement un élément qui peut être un défaut si par exemple il n'y a pas de télétravail dans l'entreprise et à voir si c'est quelque chose qui est assumé ou non, qui est choisi ou non. Ok. Et après, comment on communique dessus? Alors effectivement, avant de communiquer, il va falloir faire l'étape 3 selon moi dans cette petite méthode qui est la transformation. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est surtout de réaliser qu'on va pas chercher à transformer le défaut en qualité. Absolument pas. Le défaut, on veut l'assumer et c'est bien là tout le cœur de notre échange. Pour l'assumer, en fait, il va falloir comprendre que souvent, on va, comme je l'ai fait un petit peu avec l'absence de variable, on va trouver dans le défaut une valeur assumée. Par exemple, si je prends l'absence de variable, la valeur assumée derrière, c'est l'égalité entre les différents commerciaux et le sens du collectif qui doit être prépondérant. On met pas au hasard de la distribution des leads, la réussite et du coup le variable, donc le salaire de quelqu'un. Derrière cette valeur assumée, on a souvent un bénéfice. Dans l'absence de variable, ça va être du coup le fait qu'il n'y ait pas de compétition entre les commerciaux, mais plutôt de la collaboration. On va renforcer la collaboration. C'est plus facile d'aider quelqu'un si finalement on répond à un objectif commun et non pas individuel. Et du coup, de ce bénéfice, vous créez une histoire à raconter. Ici, chez Lucas, avec l'absence de variable, c'est du coup le réel sens du collectif qui est assumé avec une décision forte comme l'absence de variable. Donc en fait, pour chaque défaut, on a souvent une valeur assumée derrière qui crée un bénéfice, que ce soit pour l'entreprise ou le ou la collaborateur, collaboratrice, idéalement les deux. Et derrière ce bénéfice-là, on va pouvoir raconter une histoire pour expliquer la présence de ce défaut-là. Alors, en effet, je rebondis sur ce que tu viens de dire, hein, qu'il ne faut pas transformer ces défauts en qualité. Tu as déjà commencé à l'expliquer, mais j'aimerais bien qu'on rentre un peu plus dedans, en fait, pour comment communiquer sur ces réalités, sur ces contraintes, sans se tirer une vraie balle dans le pied. Comment tu le transformes, cette contrainte, en un signal de recrutement ciblé?
Ce qui me semble important effectivement à ce niveau-là, c'est de comprendre que assumer un défaut n'est pas le justifier, mais l'expliquer. En fait, si je prends un petit peu, l'image de la médaille, souvent, en tant qu'entreprise, on va montrer que nos médailles, que nos palmarès, tout ce qu'on a réussi à faire, des levées de fonds, des résultats, de la croissance et cetera. On montre rarement le revers de la médaille. Comment est-ce qu'on y est arrivé? Est-ce qu'on a mis, est-ce qu'on avait une charge importante de travail pendant 1, 2, 3 ans? Est-ce qu'on a dû, faire ci, faire ça, prendre telle décision? Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est effectivement d'expliquer, donc montrer l'ensemble des éléments aux personnes, la médaille comme son revers, et surtout pas essayer de justifier, mais voilà, vraiment d'expliquer pourquoi est-ce qu'on a ces défauts-là, pourquoi est-ce qu'on a fait ces choix-là, et pourquoi est-ce qu'on les assume. Il faut absolument pas oublier l'objectif ici, c'est que la contrainte, le défaut, la faille, elle agisse comme un filtre de compatibilité et non pas, comme, autre chose. Ce qu'on veut à la fin, c'est que les personnes qui se reconnaissent dans notre entreprise postulent, candidatent à nos offres et non pas forcément tout le monde. Donc la règle d'or pour moi, c'est d'expliquer le pourquoi, la vision, la raison d'être. Donc la médaille et son revers. Et d'ailleurs, la quatrième étape dans la petite méthodo juste au-dessus, c'est celle de la communication. Et du coup, de se mettre d'accord sur qui est-ce qui en parle de ses défauts, quand, comment. Je pense que c'est propre à chaque entreprise. Mais mon petit conseil, c'est que le plus tout le monde en parle, le mieux. D'accord. Et à quel moment on commence à en parler? Dès l'annonce ou un peu plus tard dans les entretiens? Bon, bah là, effectivement, Pauline, j'ai un parti pris assez marqué. Je pense qu'il faut en parler tout le temps, toujours et surtout le plus tôt possible. En fait, c'est dès le début de l'histoire pour, un candidat, une candidate ou même juste une personne qui passe par là et qui sera peut-être plus tard, candidat ou candidate. En fait, c'est au tout début de l'expérience effectivement, qu'on va vouloir, en parler. Il faut absolument pas survendre, il faut absolument pas sous-vendre. Faut pas oublier aussi qu'une personne qui est pas heureuse chez nous, c'est une erreur de casting et en fait, on veut éviter ces erreurs de casting-là. Donc le plus tôt la personne connaît la vérité, le mieux. OK. Et quand on est justement conscient de ses défauts et qu'on a communiqué dessus, est-ce qu'il faut tester l'adhésion du candidat à ces réalités? Ou simplement on ouvre la discussion? Je pense qu'effectivement, il faut absolument pas que ce soit des sujets tabous, en tout cas. Donc si c'est des sujets qui sont pas évoqués, ça va être important de les amener sur la table. Si je reprends l'exemple de l'absence de variable, c'est quelque chose de marquant, c'est quelque chose de peu commun. Donc si c'est pas évoqué dès le premier entretien, donc ça nous laisse le doute en tant que recruteur ou recruteuse que peut-être la personne l'a pas en tête, ça va être important effectivement de le mettre sur la table et du coup d'avoir une discussion plus ou moins poussé sur le sujet, parce que c'est évidemment un élément marquant dans la vie d'un commercial. En revanche, j'irai peut-être pas jusqu'au test, mais plutôt une discussion ouverte où on cherche à expliquer et à comprendre la position de la personne. On va pas chercher à la convaincre pour autant. D'accord. Pour rendre tout ça plus concret, est-ce que tu accepterais de nous parler, peut-être des pratiques, de Lucas et de vos techniques de recrutement? Est-ce que tu pourrais, nous donner un élément de votre environnement ou de votre process de recrutement qui justement ne pourrait pas convenir à tout le monde, mais qui permet de faire un certain tri? Eh bien, j'ai un exemple effectivement, d'une étape, de l'étape finale du recrutement chez Lucas qui, je pense, ne convient pas à tout le monde. C'est celle qu'on appelle le grand oral. Alors déjà, le nom peut faire un petit peu peur. C'est une étape rituelle pour tous les recrutements chez Lucas. C'est l'étape finale, durant laquelle notamment, le candidat ou la candidate, va devoir faire une présentation de 15 minutes sur, le sujet de son choix, professionnel ou personnel, devant une dizaine, de Lucasiens et de Lucasiennes. Et je sais que c'est, une étape, ou en tout cas je pense que c'est une étape qui n'est pas faite pour tout le monde, et lorsqu'elle est peut-être vue, écrite, comme étape finale dans nos processus de recrutement, peut probablement donner, ne pas donner justement envie à certaines personnes, de postuler. OK. Donc en effet, ça peut être un bon filtre, ça convient pas à tout le monde. Mais est-ce que, tu peux nous dire justement ce qui vous aide dans cette démarche à recruter les bons profils, pour votre entreprise?
Chez Lucas, on a une culture de l'oralité, de la conviction, de la transparence. On a un principe qui est speak your mind, où on cherche à ce que les personnes s'expriment sur les sujets, donnent leur avis, qu'elles soient expertes ou non d'ailleurs ce sujet-là. Si un argument doit être donné, qu'il soit pour ou contre une décision, on aime bien qu'il puisse s'être exprimé. Il y a vraiment ce sens du collectif aussi dans les décisions, dans les sujets. On aime bien le débat chez Lucas. Et ça fait partie de notre ADN, ça fait partie de notre culture. Donc le grand oral, il permet un petit peu ça. Il permet de voir si la personne peut s'exprimer sur un sujet. Il n'est pas nécessaire de convaincre, mais forcément, lorsqu'on fait une présentation de 15 minutes, on a envie d'embarquer la foule, d'embarquer les personnes. Donc c'est vrai que c'est un exercice qui permet aussi et à Lucas de se rendre compte, est-ce que cette personne correspond bien à cette culture, à cet ADN. Et pour le candidat ou la candidate, c'est aussi l'occasion de se dire, est-ce que je suis à l'aise dans ce genre d'exercice? Parce que s'il me le demande dans un process, c'est probablement que c'est peut-être un rituel ou quelque chose que je vais être amenée à faire. Donc oui, je pense que le grand oral, c'est un bon filtre pour Lucas de compatibilité culturelle. Et voilà, pour les autres entreprises, c'est chouette aussi de trouver d'autres façons de filtrer aussi dans les deux sens, du coup, les candidats et les candidates. L'ADN de l'entreprise, ça me paraît très bien, justement, pour conclure ce podcast. Est-ce que je peux te laisser le mot de la fin? Avec plaisir, Pauline. Si je devais avoir une petite phrase pour la fin, c'est vraiment d'oser décevoir ceux qui ne vous ressemblent pas lorsque vous travaillez dans le recrutement ou la marque employeur. Risquer la possibilité à certains candidats de se dire « Ah non, c'était pas pour moi ». Cherchez pas la quantité, cherchez la qualité. Bref, soyez honnête, dans la marque employeur, tout le monde va y gagner. On retient oser décevoir, n'ayez pas peur. Merci beaucoup Camille pour ton partage d'expérience qui était vraiment très riche et j'espère te dire à très bientôt pour de nouveaux échanges. Merci Pauline. Cet échange avec Camille Bernard de chez Lucas nous rappelle que la marque employeur n'est pas un exercice de séduction, c'est un exercice de clarté. Chercher à plaire à tout le monde, c'est souvent prendre le risque de recruter des profils qui ne resteront pas. A l'inverse, assumer ce que l'on est, y compris ce qui peut ne pas convenir, permet de créer un vrai alignement dès le départ. Moins de promesses, mais plus de justesse. Les entreprises qui recrutent le mieux aujourd'hui ne sont pas celles qui paraissent parfaites. Ce sont celles avec leur singularité et des messages compréhensibles. Si vous deviez retenir une chose de cet épisode, quand il s'agit de votre marque employeur, il ne faut pas chercher à convaincre à tout prix, mais à se différencier. Merci à tous pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Les équipes des éditions Tissot et de Culture RH vous donnent rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Sur un air de RH.